Alors, bonjour à tous. Je vais faire cette vidéo au sujet de Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute, et qui a été proposée au programme de première cette année, première générale et première technologique pour le théâtre. Euh, et j'ai décidé de faire cette vidéo pour deux raisons. D'abord parce que il y a fort peu d'éditions, comme vous avez dû sans vous en apercevoir si vous êtes prof, et d'ailleurs, si vous êtes élève aussi, si vous avez regardé un petit peu, mais il y a fort peu d'éditions scolaires adaptées au programme de cette année pour cette pièce. Il y en a beaucoup, évidemment, pour Le Menteur de Corneille et pour On ne badine pas avec l'amour de Musset. Et pour cause, ce sont deux pièces très connues et qui ont déjà été utilisées auparavant et qui ont déjà fait l'objet d'éditions scolaires. En revanche, pour un oui ou pour un non, n'a pas été utilisée jusque-là. C'est une pièce qui est restée assez confidentielle et de reste un auteur qui est resté relativement confidentiel. Et c'est la raison pour laquelle précisément je pense qu'il est intéressant à prendre. C'est un petit peu paradoxal, mais je vais essayer d'expliquer ce paradoxe. Donc, mon objectif principal, et ça ne va pas durer pour le coup 40 minutes, hein, je vais tâcher quand même de faire une vidéo de présentation, puisqu'il s'agit de ça, relativement courte, c'est d'expliquer pourquoi choisir Sarraute plutôt que Corneille ou Musset à l'occasion de la séquence donc que vous aurez à proposer à vos élèves. Et si vous êtes élève et qu'on vous l'a proposé, vous aurez comme ça des arguments qui justifieraient le choix, par exemple pour l'entretien à l'oral, vous aurez l'occasion d'en entendre parler, le choix de cette œuvre. Alors pour commencer, c'est une œuvre qui date, dont le préenregistrement est de 1981 et dont l'édition chez Gallimard date de 1982. Elle a fait par la suite l'objet d'une publication en 1993 par Arnaud Rivner, qui est un spécialiste de Nathalie Sarraute, hein, qui fait sa thèse sur Nathalie Sarraute et qui travaille notamment sur Pour un oui ou pour un non, parmi les pièces qu'a proposées Nathalie Sarraute depuis les années 60. Nathalie Sarraute, dont je vais reparler tout à l'heure. Donc, c'est une pièce qui est relativement récente, nous concernant, elle est quasi contemporaine, même si 82, c'était il y a quand même plus de 40 ans. Enfin, globalement, vu les textes que nous proposons en français en première, c'est une pièce qui est relativement récente, et à ce titre, il me semble qu'elle est intéressante. Je vais éteindre ça. Elle est intéressante à étudier parce que précisément, il s'agit de découvrir quelles sont les productions littéraires de la France de cette période-là, cette période du XXe siècle qui est peu connue. Et continue-t-on à faire de la littérature, y compris à la fin du XXe siècle, voire au début du XXIe? Voilà une question que se charge de traiter précisément cette œuvre, puisqu'elle parle aussi des discussions littéraires et de la question du lyrisme. Donc en dehors du fait qu'il n'y a que très peu, voire pas du tout pour l'instant d'édition du commerce pour cette œuvre pour le programme de première, c'est aussi une œuvre qui est intéressante à choisir parce qu'elle est quasi contemporaine et qu'à la différence de Corneille et de Musset, elle ne pose quasiment aucun problème de compréhension, en tout cas pas que je sache. Ça ne veut pas dire que c'est facile à lire, mais enfin, c'est un Français qui nous est connu. Nathalie Sarraute, certes, écrit bien, elle a un style qui est d'ailleurs très reconnaissable, mais malgré tout, c'est un style qui ici passe plutôt bien. Donc, c'est à ce titre aussi que cette œuvre me paraît défendable. Maintenant, euh, présentons succinctement cette œuvre. Je fasse apparaître le document sur lequel je m'appuie et que je devais d'ailleurs vous proposer en document d'accompagnement pour cette vidéo. C'est la structure complète de la pièce. Vous ne la trouverez, je pense, pas ailleurs, en tout cas pas avec ce détail-là. Je précise donc pour les collègues qui écouteraient cette vidéo que les deux pièces de Sarraute ont été proposées au programme de l'agrégation l'année dernière, et que, comme je faisais cours sur le XXe siècle, c'est à partir de ce cours précisément que je fais ce cours pour les premières, donc il va falloir adapter. Mais enfin, c'est un peu donc dans l'air du temps que de proposer des œuvres de cet auteur pour les élèves.
Donc d'abord, vous avez une structure sur laquelle je m'appuie et à laquelle je me réfère et que vous aurez donc en document supplémentaire en PDF, à la suite de cette vidéo. Hem Pourquoi? Parce que, on a beaucoup dit, et Richner le premier du reste, hein, dans son étude, qui date de 1983, si mes souvenirs sont bons, 86, je me souviens plus, donc après la publication de Pour un oui ou pour un non, il avait rencontré Nathalie Sarraute. Il y a donc, une tendance à faire de ce théâtre un théâtre sans intrigue, un théâtre sans action, et c'est une tendance, qui vient en grande partie, de la thèse de Reckner, mais qui vient aussi, d'un rapprochement qu'on a fait, qui est d'ailleurs tout à fait judicieux, avec Marivaux. Marivaux, à qui on reprochait déjà, on se souvient de la phrase de Voltaire, au sujet du théâtre de Marivaux, hein, il pèse des œufs de mouche avec des ballons de toile d'araignée. Théâtre de Marivaux, auquel on reprochait, de travailler sur des riens et de faire, s'enfler le langage sur des riens, ce qui est un petit peu aussi le reproche, qu'on va faire à Nathalie Sarraute. Et donc il y a dans l'esprit, des gens qui étudient le théâtre, notamment le théâtre du XVIIe siècle, le théâtre molièresque, ou le théâtre de Corneille, ou le théâtre tragique de Racine, l'idée que le théâtre, ce serait d'abord de l'action, et que c'est perdre son temps que de ne faire que parler. Alors évidemment, quand on regarde un tout petit peu le théâtre, et ne serait-ce que les tragédies raciniennes par exemple, on voit bien que le langage, il prend une place essentielle, et à ce titre-là, il me semble que la critique qu'on pense devoir faire à Sarraute, de travailler sur des riens, de discussion intellectuelle de salon, hein, c'est ce qui avait été reproché notamment, par l'un des premiers critiques, dans un journal, en l'occurrence l'Aurore, en 1967. Ce reproche me paraît à la fois fondé et en même temps un petit peu excessif, dans la mesure où précisément tout le théâtre repose sur la question du langage, et tout particulièrement le théâtre du XXe siècle du reste, à partir notamment du théâtre de Giroudot, et de celui qu'on appelle le théâtre de l'absurde, puis ensuite de Beckett, puisqu'on est dans cette période-là précisément, et c'est cette période-là à laquelle il va falloir apporter des éclairages pour les élèves, pour qu'ils puissent comprendre dans quelle situation se place l'œuvre. Donc une œuvre, disais-je, qui se situe dans un siècle dans lequel la langue, et le langage, l'utilisation et la fonction du langage sont importants, mais une œuvre aussi qui s'appuie, dans laquelle on reconnaît des inspirations. J'ai parlé de Marivaux, il faudra aussi parler de Pirandello, et une œuvre qui, par ailleurs, gagnerait beaucoup d'un point de vue de lecture politique à être rapprochée de la judaïté de l'œuvre, parce que Nathalie Sarraute était juive, et qu'elle a dû se cacher pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'à ce titre-là, elle avait insisté sur la littérature et le silence, hein. On connaît les positions de René Char, par exemple, sur le refus d'écrire et de publier pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est un théâtre qui a été rapproché précisément de cette période. Maintenant, pas d'intrigue, c'est là précisément, que je retombe un peu sur mes pattes. Pas d'intrigue, c'est là ce que j'essaye de dénoncer, dans la structure. C'est la raison d'ailleurs principale pour laquelle j'ai étudié la structure de cette œuvre. C'est une pièce qui repose sur une intrigue qui est relativement simple à comprendre. Euh, Deux personnages principaux, H1 et H2. Ils ne sont pas nommés, ils ont juste cette initiale du mot homme, hein. Dans d'autres pièces, Nathalie Sarraute utilise aussi l'initiale F pour femme. En l'occurrence, deux hommes qui sont amis, qui ont déjà une relation amicale avant que la pièce ne commence, c'est ce qui nous est indiqué au tout début. Ces deux hommes, donc, vont discuter de leur relation amicale, parce que l'un d'entre eux sent qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas dans leur relation, mais ce quelqu'un, qui est en l'occurrence H2, qui lui estime qu'il y a quelque chose qui cloche, prend d'abord beaucoup de temps pour dire exactement les choses. Donc autrement dit, cela reste dans la réticence, et il y a donc une première période d'entrée dans la profondeur de cette relation et de refus d'explication. Là, on a l'impression que ça fait un peu du surplace, qui est un tout petit peu trompeur d'ailleurs. Et finalement, l'explication qu'il donne dans un premier temps
ça c'est la fin de la première section, jusqu'à la page 25, a l'air extrêmement futile, hein. Tout simplement, H1, un jour, alors que H2 était en train de présenter un de ses projets, à la suite du fait que H1 avait présenté ses réussites, donc H2 présente ses projets, H1 réagit à cette présentation en disant c'est bien ça, et mais un c'est bien ça dont la façon de prononcer, selon H2 révèle en fait une forme de vantardise, en tout cas de manque de considération pour l'autre. Donc on a ici une futilité, une dispute littéralement, hein, puisque c'est la thématique qui vous est proposée, futilité que va interroger H1 qui ne parvient pas à comprendre le motif de cette dispute et surtout que H2 ait pris tant les choses à cœur. euh, et c'est précisément la mesure de l'importance de ce motif qui va faire l'objet de la deuxième partie. Euh, et H1 donc demande à H2 d'en venir au fait et de lui expliquer exactement comment les choses se sont présentées. Il y a un passage très important, hein, dans la façon de dire le c'est bien ça avec la figure de l'étirement, hein, puisque on a utilisé enfin, Bernard Duprier, donc dans le Gradus, que vous connaissez tous, prof, qui fait la liste des figures de style, retient la figure de l'étirement, dont le nom, pardon, vient de Nathalie Sarraute, précisément. Là, j'ai mis quelques éléments dans le document que je vous propose. Et à la suite donc de ce propos sur le langage lui-même et la façon dont le langage a une influence sur celui qui le reçoit, euh, ne parvenant pas à se faire comprendre, et H1 essayant quand même, malgré tout, parce qu'il est un ami, d'entrer dans le problème et d'essayer de le régler, décide de faire intercéder les voisins. Donc il fait intervenir les voisins auxquels il a déjà parlé, à qui il a déjà parlé d'ailleurs de H2, et c'est l'intercession des voisins, H2 d'ailleurs ayant expliqué qu'il a déjà fait intervenir des gens qu'il connaissait pour qu'ils comprennent. Donc là, on a la situation du théâtre, bien sûr, hein, du spectateur, de quelque chose qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Et cette mise en abîme, donc, donne lieu à une discussion autour du motif lui-même et de la façon de présenter le motif ou de représenter le motif, puisque précisément, c'est le langage qui s'avère être peu efficace à traduire l'émotion de H2 et à la traduire vis-à-vis, plutôt à la transmettre à H1, cette première partie. Et évidemment, cette intercession des voisins ne donne rien, du moins pas pour les voisins eux-mêmes qui ne comprennent pas la situation, ce qui donne lieu à une situation parfaitement grotesque. Et puis, finalement, l'avant-dernière pardon, la dernière section de l'œuvre, à partir de la page 35, sur le H1, H2, donc parvient à entrer un tout petit peu plus dans le motif, essaye d'ailleurs de comprendre, de concéder des choses à son adversaire qui est H1, et puis les choses finalement passent assez rapidement de la dispute qui s'envenime à la dispute qui finalement se calme dans la partie 5, à partir de la page 39, puisque H2 rappelle un moment de communion entre les deux amis, donc, mais ce moment de communion, précisément, en fait, fait apparaître l'un des défauts de H2, et cette fois-ci, on passait de l'accusation de H1 au début à l'accusation de H2 dans cette deuxième partie, H2 qui s'avère être en fait insupportable. Et c'est là qu'on a une opposition entre deux mondes différents, hein, le monde entre guillemets géométrique, comme disait l'un des critiques sur cette œuvre, celui qui réfléchit géométriquement, qui catégorise, hein, c'est ce que reproche d'ailleurs H2 à H1, alors que le deuxième, c'est ce monde de la finesse et de la poésie, et c'est là qu'intervient la question de la poésie, qui est une importance considérable dans l'œuvre. Donc cette discussion est passée d'un c'est bien ça par rapport au projet à un ensemble beaucoup plus vaste qui constitue un, un problème entre les deux hommes, puisqu'il y en a un qui est capable de comprendre la poésie
son charme, sa magie, c'est H2, et l'autre qui semble n'être pas capable de la comprendre et qui supporte pas ces moments de lyrisme, ces arrêts lyriques de H2. Et donc, finalement, tout ceci, alors que tout a été mis sur la table et tout a été présenté, donne lieu à une forme de fin de recevoir parce qu'on ne trouve pas de solution. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, à partir de la page 46, donc de l'édition, en l'occurrence, les pages 46, c'est l'édition que j'ai ici, chez Folio Théâtre, à partir de la page 46, donc, H1 suggère qu'on fasse revenir les voisins ou d'autres personnes pour voir si quelqu'un peut juger. Évidemment, là aussi, c'est de nouveau la référence à, au, aux spectateurs. Et finalement, H2 estime que ça ne sert à rien de s'acharner, et alors même que H1 lui suggère qu'il rompe, puisque précisément il y a cette dispute, H2 au contraire considère qu'il ne faut pas rompre et que, ne s'expliquant d'ailleurs pas, il laisse un petit peu dans le vague le sens de cette réponse, mais très clairement qu'on peut en comprendre, c'est que le, le sens même de cette amitié, de cette relation sociale, c'est d'avoir des disputes précisément. La notion de dispute signifiant à la fois querelle et en même temps disputation en latin, qui désigne le fait de s'expliquer, d'expliquer quelque chose et d'utiliser le langage pour développer un certain nombre de choses. Alors bon, il est facile de s'appuyer sur le document que j'ai là, que j'ai un petit peu détaillé, pour faire comprendre la dynamique, une dynamique faite à la fois d'entrer dans la profondeur et de la profondeur psychologique et de déploiement par le biais du langage du problème qui se situe dans la question des relations sociales amicales et qui va être traité par le langage. Alors, ça, vous pourrez le préciser. D'ailleurs, c'est un travail qu'on pourrait faire avec les élèves, hein, de résumer la pièce, comment résumer l'intrigue. Est-ce que vous pouvez voir les différents éléments dynamiques et est-ce qu'on pourrait voir qui domine dans l'échange, à quel moment, les moments ne sont pas toujours les mêmes, voir aussi le recours aux analepses qui sont assez courantes dans les pièces de Sarraute, hein, on recourt au passé, parfois d'ailleurs on se projette aussi dans le futur, mais c'est un petit peu plus rare. Donc beaucoup d'analepses, quelques prolepses, pour amplifier précisément le rôle la taille de cette intrigue et son importance. Et donc on peut travailler sur cet élément-là. Alors une collègue m'avait dit l'année dernière, enfin en fin d'année, enfin au mois de juin, oui, mais est-ce que ça va intéresser nos élèves? Alors c'est une question qu'on se pose évidemment toujours, hein, quand on choisit une œuvre pour une séquence, euh, à laquelle j'ai tendance à répondre je m'en fous, mais enfin c'est pas très honnête, parce que effectivement je m'en fous pas. Et puis deuxièmement parce que ça dépend du prof. Il est bien clair que un certain nombre, quelques élèves, un certain nombre d'élèves, on va dire, sans postuler le nombre exact, mais se moquent complètement de ce qu'on va leur faire faire. Et comme je ne suis pas là pour les convaincre, en tout cas pas convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus, ça ne m'intéresse pas. En revanche, il me semble quand même que sortir du XVIIe et du XVIIIe siècle, ou du XIXe, pour entrer dans une période plus contemporaine et essayer de comprendre comment, par exemple, le théâtre peut continuer à survivre après la période concentrationnaire, c'est une question qui n'est pas anodine. Comment on peut rapprocher le théâtre de Sarraute, celui de Beckett, celui d'Ionesco, celui de Giroudou, celui de Coltès à la fin du XXe siècle, à peu près la même période que Sarraute à la fin de sa vie, celui aussi de Marguerite Duras, euh, et pourquoi ce théâtre déshabille de plus en plus le personnage, désoriente l'intrigue, la fable. euh, Pourquoi le langage y prend une telle importance, le langage en tant que drame, hein, le fameux logodrame de Reckner, parce que c'est Reckner à qui on doit l'expression qui est beaucoup utilisée, beaucoup plaquée sur les œuvres de Sarraute, qui est juste, en partie juste, même si je la trouve un petit peu excessive,
de logodrame. Donc, dans les pièces de Sarraute, il y aurait un drame qui passerait par le langage. Se posera d'ailleurs la question du genre de cette œuvre. Est-ce que c'est une tragédie? Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est au contraire une comédie? Si on s'en tient évidemment au discours sur le poème dramatique de Corneille, on est plutôt ici dans une comédie, mais enfin, il y a quand même un drame à travers le langage, le fait de ne pas s'entendre. Tragi-comédie est possible, mais ce qui est intéressant, c'est de rapprocher cette pièce d'autres pièces de Molière, par exemple. Je pense au Misanthrope, la dispute entre Philinte et Alceste. On peut aussi penser à certaines pièces de Marivaux dans lesquelles il y a dispute et dans lesquelles on peut douter, hein. C'est ce qui a été dit notamment pour les fausses confidences qui étaient dans le programme précédent, qui a été dit donc au sujet des fausses confidences de Marivaux. On peut douter, je ne me souviens plus du nom du critique qui dit ça, mais on peut douter du caractère comique de cette pièce, hein. Ce sont des comédies sombres, c'est l'hypothèse qu'on a pu faire. Et donc on peut discuter de la question du comique et du grotesque aussi, puisque la question du grotesque est beaucoup abordée au XXe siècle, hein, c'est-à-dire le mélange incertain, enfin marqué par l'incertitude entre le comique et le dramatique et l'inquiétant, euh, avec un théâtre qui, parce que précisément il revient il repose sur une futilité, quelque chose qui est parfaitement futile, mais qui en même temps est grossi considérablement, relève effectivement de ce grotesque caricatural, hein, dans une caricature violente parfois. On la trouve d'ailleurs aussi chez Ionesco. Là, pour le coup, on peut voir avec la cantatrice chauve, hein, le postulat de Ionesco qui avait estimé pouvoir terminer la cantatrice chauve par une explosion du théâtre lui-même, hein, dans une espèce de feu d'artifice génialissime, mortel aussi. Donc en tout état de cause, il y a un certain nombre de choses à dire à partir de cette pièce. Euh, Quant à intéresser les élèves, bah, précisément, c'est notre rôle, hein, c'est le rôle de celui qui fait cours, que de s'apercevoir que parfois, dans les mots se joue un certain nombre de choses et que ces relations sociales ne sont pas totalement mortes. Je ne suis pas d'accord pour dire que le personnage est mort, pas plus d'ailleurs chez Sarraute que chez Ionesco Beckett. En revanche, l'interrogation sur les évidences aristotéliciennes n'est pas inintéressante, et c'est ce qu'on peut faire à partir de cette pièce. Concernant les lectures cursives, je pense qu'on peut évidemment s'appuyer sur la dispute de Marivaux, parce que il en est beaucoup question dans les rapprochements qui ont été faits avec Marivaux au sujet de Nathalie Sarraute. La dispute donc d'autres pièces reposent sur des oppositions violentes. Je pense à la fausse suivante, mais elle est vraiment compliquée. Je pense que la dispute est courte et intéressante. D'une certaine manière, d'ailleurs, l'île des esclaves aussi est intéressante, et peut-être même plus intéressante d'une certaine manière, parce que on voit bien que c'est une dispute, à la fois dispute querelle, une opposition violente, hein, polémique entre les valets et les maîtres, mais c'est aussi une disputation, puisque précisément les valets sont mis en situation de s'expliquer sur leur position, et les maîtres d'une certaine manière aussi. Donc le regard avec l'île des esclaves, là pour le coup, serait très intéressant, même si c'est une pièce que souvent les profs de français n'aiment pas parce qu'ils la trouvent un petit peu excessivement simpliste. Mais on gagnerait beaucoup à les mettre en relation l'une avec l'autre, avec le rôle essentiel de la mise en abîme, ou du moins de la spécularité à l'intérieur des pièces. C'est pour ça que la dispute est plus intéressante de ce point de vue-là. J'avais pensé aussi comme lecture cursive à Yasmina Reza, mais hélas, c'est toujours le XXe siècle. Alors si vous voulez tricher un tout petit peu et quand même proposer une pièce du XXe siècle, ça c'est une possibilité. Euh, Sinon, pour le XIXe siècle, j'avais pensé à l'espèce de charade théâtrale que propose Musset. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, qui est une dispute, entre guillemets, amoureuse, euh, très courte, et qui est une espèce de fausse dispute, hein, une dispute ironique, qui donne lieu à une scène de séduction. Elle est intéressante aussi à ce point-là. Puis après, vous avez aussi sans doute des possibilités et des idées. N'hésitez pas d'ailleurs à me proposer en commentaire de cette vidéo une idée. Ça me permettra moi aussi d'ajouter des choses. Je préfère quand même choisir du théâtre parce que c'est quand même sur ce point-là que c'est intéressant. Évidemment, là, il y a des corpus très très nombreux, hein. La dispute chez Molière, la dispute au XVIIe siècle d'ailleurs, dispute et comédie, là pour le coup, il y a de quoi faire. Euh, donc ça donne des choses intéressantes euh, pour les textes du parcours
d'accompagnement. Et puis on peut quand même imaginer qu'il y aura une édition du commerce. Il y en avait une d'ailleurs, j'exagère, je dis qu'il n'y en a pas du tout. Il y en avait une, en l'occurrence, qui m'a été proposée. Et c'est la même, c'est pas celle-ci, mais c'est Folio Plus Lycée. Elle est dans Folio Plus Lycée, donc une édition pas trop mal d'ailleurs hein, de cette pièce. J'avais dit un quart d'heure, ça fait une demi-heure, mais c'est pas très grave. Alors, pour la prochaine vidéo, parce que je ferai une prochaine vidéo, je présenterai les enjeux principaux de cette pièce. D'abord, la pièce dans son siècle, dans la production de Nathalie Sarraute et dans son siècle d'une part. Les enjeux principaux de cette pièce, qu'est-ce qu'on peut étudier, qu'est-ce qu'on peut faire apparaître pour que les élèves comprennent. Là, je parle particulièrement pour les élèves de première générale et quand la question de la dissertation. Et puis, quelques indications sur des textes théoriques de l'époque, particulièrement des textes de Nathalie Sarraute, hein, dans l'ère du soupçon, parce que là, il va vous être difficile de passer à côté de ceci, qui date de 1956, et qui rassemble donc un certain nombre d'articles littéraires et critiques qu'a écrit Nathalie Sarraute, dont on connaît l'importance d'un point de vue théorique quand même, parce que ça, pour le coup, elle est restée importante. Articles qui permettront de faire comprendre aux élèves qu'en fait, Nathalie Sarraute passe du roman au théâtre, ça aussi j'en parlerai dans cette deuxième vidéo, peut-être dans une troisième, euh, et, euh, et le rapport donc au romanesque est très important, parce que la question de la littérature et du pouvoir de la littérature est abordée, notamment de la conversation. Il y a un article très important dans cette œuvre, dans l'ère du soupçon, qui s'intitule Conversation et sous-conversation, article dans lequel Nathalie Sarraute évoque trois auteurs principalement, Marcel Proust, Gustave Flaubert et Virginia Woolf. Dans un autre article, elle parle beaucoup de Dostoïevski. Là, pour le coup, évidemment, c'est le XXe siècle, les caractéristiques principales du XXe siècle. Elle parle de Joyce aussi. Et donc là, il y a des choses à faire, hein, des choses à apporter aux élèves de première générale pour la dissertation. J'en parlerai aussi sur la question du mode autonomique, de ce que Nathalie Sarraute appelle la sous-conversation, de ce qu'elle appelle tropisme aussi, puisqu'évidemment, il va falloir en parler aux élèves, parce qu'en réalité, le théâtre de Sarraute, à partir de la fin des années 60, traduit sur scène ce qui n'était pas dit, ou plutôt ce qui n'apparaissait pas dans les conversations des personnages dans ses romans. Et donc, c'est une transmédiation pour faire apparaître sous un éclairage nouveau le tropisme. Donc voilà ce que j'aborderai dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci n'est pas complètement brouillonne. J'ai pris l'habitude de ne pas me réenregistrer, de ne pas arrêter mes vidéos, de ne pas tricher d'une certaine manière quand j'en fais une. Je vois si celle-ci vous aide, j'espère. Et puis la prochaine, fort bientôt. J'essaierai aussi de vous proposer des explications de texte, histoire de faciliter un petit peu votre travail. Voilà, à bientôt.